Bonjour Erwan Denezet, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France, auteur de ce livre Nucléaire, une catastrophe française qui est publié aux éditions Fayard. Emmanuel Macron veut, on le sait, remobiliser la filière du nucléaire français. Il y a ce projet de construire 6 nouveaux réacteurs, EPR2, défi majeur. Est-ce qu'il vous semble possible à relever ce défi ? Il est en tout cas hors norme. Cette expression, elle n'est pas de moi, elle est de Bernard de Rothschild, le président de l'autorité de sûreté nucléaire. C'était son expression lors des vœux de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Un défi effectivement absolument hors norme. Ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Ce sont les 1 an du discours, le fameux discours de Belfort d'Emmanuel Macron, qui a relancé officiellement la filière nucléaire, avec effectivement en objectif la construction de 6 premiers réacteurs nucléaires et peut-être même 8 supplémentaires à l'horizon 2050. C'est vraiment un changement de pied, il faut le rappeler par rapport à la période précédente où on était plutôt, et d'ailleurs avec les conséquences sur la filière, dans une décélération, fermeture de centrales, Fessenheim, etc. C'est vraiment un changement de pied. C'est un contre-champ à la décennie qui s'était écoulée, donc consécutive à 2011 et l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, où là vraiment, alors que les 10 années précédentes, les années 2000, on avait observé une tentative de relance de la filière nucléaire avec le lancement du chantier de Flamanville, de l'EPR, première génération de Flamanville dans la Manche. 2011 arrive. Quelques mois auparavant, je raconte cette histoire. J'avais accompagné le ministre de l'Industrie, Éric Besson, à l'époque en Italie. Il y avait un référendum qui devait être lancé pour justement relancer la construction de réacteurs nucléaires. Et dans l'avion, quand je demandais quel était l'état d'esprit d'Éric Besson, il me disait qu'il était totalement confiant. Il n'y avait absolument aucun problème. Les Italiens allaient voter oui. EDF allait construire un réacteur nucléaire à minima, peut-être plus, en Italie. Et puis, quelques temps après, l'accident de Fukushima, il est effectivement le paradigme dont vous parliez change complètement. Oui. Est-ce que vous diriez quand même, avant de se lancer, enfin, on y est de toute façon, la décision a été prise et on peut considérer que pour tenir les objectifs de décarbonation, il faut dans ce mix avoir une part de nucléaire importante. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'abord des problèmes à régler du nucléaire actuel avant de se lancer dans ce nouveau chantier ? Je suis totalement d'accord avec vous. Ça donne l'impression de mettre un peu, pour utiliser une expression un peu vulgaire, mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est en train de parler de ces 6 fameux réacteurs, peut-être 8 supplémentaires. Alors, juste pour nos téléspectateurs, c'est 3 paires de réacteurs. La première paire serait construite à Penly, puis ensuite donc en Seine-Maritime, puis ensuite dans le nord à Gravelines, et enfin en vallée du Rhône, soit à Tricastin, soit à Bugey. C'est au bas mot 60 milliards d'euros, sans compter les 100 milliards d'euros nécessaires pour le grand carénage, c'est-à-dire la remise aux normes et éventuellement le prolongement de l'activité des réacteurs actuels, les 56 réacteurs du parc nucléaire actuel. Donc il y a 160 milliards à trouver, c'est ça déjà ? À minima, 160 milliards, si évidemment... Si on tient les budgets. Exactement. On reparlera de Flamanville tout à l'heure. Voilà, le point fort de la filière. Mais si on se dit, OK, réglons d'abord les soucis qu'on a actuellement. Donc il y a ce grand carénage, on sait, on a tous découvert, pas vous, mais nous, un peu surpris qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, de talent, entre autres, pour réussir à tenir le délai, ce qui nous a placé en difficulté dans le contexte de crise énergétique de cet hiver, avec beaucoup de centrales qui étaient à l'arrêt, ou en tout cas en maintenance. Allez, tiens, on va commencer par le recrutement. Il faudrait recruter combien de personnes chaque année pour tenir ces objectifs dont on parle ? Alors, le chiffre, il est là aussi astronomique. 10 000 personnes par an d'ici 2030 pour la filière. Juste, la filière, c'est aujourd'hui 220 000 salariés. C'est la 3e filière industrielle en France, derrière l'aéronautique et l'automobile. C'est près de 50 milliards de chiffre d'affaires par an, dont 1 milliard en R&D. Donc, c'est une filière extrêmement conséquente. Effectivement, c'est une filière importante, y compris en termes d'emploi. Et le recrutement est l'un des grands chantiers. 10 000 personnes par an d'ici 2030 à minima. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'autres filières qui cherchent aussi à recruter. C'est des ingénieurs, c'est des ouvriers hautement qualifiés, c'est quel type de talent qu'on Ça peut recherche ? être des data scientists. Ce sont effectivement toutes les
quasiment toutes le spectre de travail est demandé, à commencer par donc des ouvriers hautement qualifiés, des chaudronniers, des soudeurs. Aujourd'hui, on en manque pour la maintenance et la réparation actuellement des réacteurs qui subissent des problèmes de corrosion sous contrainte. Et on a fait appel à des soudeurs, notamment américains de Westinghouse. Ouais. Oui, effectivement, il a fallu faire venir des. Alors, on était en situation extrême. Voilà. Bien sûr. Mais donc recruter 10 000 personnes par an jusqu'en 2030, on voit bien la complexité du défi. Il y a la question du financement, vous en avez parlé. J'ai lu il y a quelques jours que ce sont nos confrères des Échos qui sortaient cette info que peut-être le gouvernement pensait flécher les centaines de milliards d'euros que les Français ont déposés sur le livret A pour financer ce programme gigantesque. Il y a aussi la question, vous l'avez évoqué, du prolongement de la durée de vie des centrales. Est-ce qu'on peut mener tout ça de front? Vous voyez ce que je veux dire? Thomas, sur le financement, vous avez raison. Donc, il y a effectivement le livret A, c'est une manne gigantesque, 375 milliards d'euros que les Français ont mis de côté. Sauf qu'aujourd'hui, ce livret A, il est utilisé pour le logement social, les investissements dans le logement social. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même des problèmes de tension dans le logement. Donc, c'est un fléchage important. Et puis aussi, c'est fléché aussi pour des investissements par les collectivités dans la transition énergétique. Donc, on risque de prélever une partie de cet argent pour construire du nucléaire. Il va falloir arbitrer. Et puis, c'est-à-dire que cet argent, il ne dort pas, quoi. Il est déjà fléché sur des programmes on va dire de bien commun. C'est voilà, exactement, qui sont extrêmement importants. Il y a aussi, alors éventuellement le privé. J'ai rencontré Patrick Pouyanné il y a quelques jours pour une grande interview au moment des résultats de Total Energy et qui nous expliquait que lui avait envie d'être. Aujourd'hui, ils sont producteurs de pétrole et de gaz et ils veulent se lancer dans l'électricité parce qu'ils sont déjà fournisseurs d'électricité auprès notamment des particuliers et des entreprises. Et donc, il est pas rétif à investir dans la construction de nouveaux réacteurs et ensuite pouvoir se rétribuer par de l'électricité, ce qu'on appelle un droit de tirage sur plusieurs décennies. Alors, on évoquait Flamanville. Je vais redonner quelques chiffres. Chantier lancé en 2007, ouverture qui était prévue en 2012. Bon. Le budget initial a été annoncé à un peu plus de 3 milliards d'euros. Le coût total, il a été multiplié par 6 minimum. On est quoi? On est autour de 20 milliards. Exactement. On était à 19 et quelques en 2020. Donc aujourd'hui, on a largement dépassé les 20 milliards d'euros. Puis c'est pas forcément terminé. Non, parce qu'on n'a pas de date d'ouverture. Non, alors. Moi, là, on a mis sur l'infographie une ouverture annoncée 2024. Mais la dernière fois qu'on a parlé de Flamanville dans cette émission, on disait premier semestre 2023. Donc, et puis il y a un autre point évoqué qui est que le couvercle de la cuve du réacteur, là où se fait toute la transformation, toute la dépense énergétique, ce couvercle-là, il a des défauts et donc il faut le remplacer. Et la date limite pour le remplacement, c'était 2024. Et là, aujourd'hui, le chantier a pris tellement de retard que EDF a demandé un report du remplacement pour pouvoir au moins faire un premier cycle de production qui durerait 18 mois environ, et donc reporter et mettre en production le réacteur alors qu'il a un couvercle qui a été reconnu comme défectueux. Autre défi, la question de la gestion des déchets nucléaires. Alors, là aussi, quand on dit, est-ce que, vous dites on met la chaleur avant les bœufs, est-ce qu'avant de construire de nouvelles centrales, on en est où? Est-ce qu'on a de la capacité de stockage aujourd'hui? Alors absolument pas. Effectivement, dans tous les problèmes du nucléaire actuel, avant peut-être éventuellement de se projeter sur le nucléaire futur, vous avez raison, il y en a encore au moins deux. Le stockage, et quand vous me dites où on en est, c'est simple. Toutes les capacités de stockage aujourd'hui sont à peu près pleines. Là encore, le président de l'ASN l'a rappelé, et il a donné cet horizon de 2034 où EDF devrait construire une nouvelle piscine à La Hague. Mais pour l'instant, cette piscine n'existe pas. Et donc, quelles sont les solutions qui sont en réflexion actuellement? C'est soit faire de la place dans les piscines existantes, ce qui est quand même un petit peu embêtant. On ne parle pas de boîtes de lait en poudre, on parle de stockage de déchets nucléaires. Donc ça, on va sans doute serrer un petit peu les containers pour faire un petit peu de place dans ces piscines. Je rappelle, pour refroidir la radioactivité, on les met sous l'eau, ou alors on va les entreposer à sec, c'est-à-dire dans les containers qu'on utilise pour les transporter. Tout ça pour dire que, pour l'instant, on est en train de faire du bricolage. Et puis il y a le démantèlement. On n'a encore démantelé aucun grand réacteur en France. Ça pose problème. Pour l'instant, on n'a pas prouvé
prouvé qu'on savait le faire. Bon, réglons les problèmes du nucléaire actuel avant peut-être de se lancer dans un Je programme pense que ça serait beaucoup plus bonne ambitieux. chose. Merci beaucoup Erwan Benezet. Je rappelle le titre de votre livre Nucléaire, une catastrophe française, publié aux éditions Fayard. On passe à notre débat, la fin de la vaisselle jetable dans les restaurants, au menu forcément.